Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la première édition des GenAI Days Paris. On est super content d'être là aujourd'hui avec vous. C'est un peu une date anniversaire parce qu'il y a un an, un outil que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle ChatGPT était lancé par une grande campagne marketing d'un tweet très humble d'un inconnu à l'époque, Sam Altman. Donc voilà, donc ça c'est la campagne marketing de ChatGPT. Mais malgré ça, 5 jours plus tard, il y avait déjà 1 million d'utilisateurs et 2 mois plus tard, 100 millions d'utilisateurs, qui en faisait un des produits tech au démarrage les plus incroyables. Il a battu tous les records. Et du coup, ça a rebattu toutes les cartes. Et la course à l'IA s'est encore plus accélérée. Pour la petite anecdote, j'ai un ami qui bosse chez un des logos concurrents qui est sur cette slide d'OpenAI et qui m'avait confié, bon, c'est vrai qu'on était un peu pépère dans nos labos de recherche et quand ChatGPT est sorti, ça a vraiment tout changé. Donc ça a changé beaucoup de choses pour les grandes entreprises, pour les GAFA, mais pas que, puisque la plupart des chefs d'entreprise et de leurs équipes se sont demandé, ok, il y a l'IA générative qui est arrivée, mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi notre stratégie? Et effectivement, donc on se posait pas mal de questions entre amis au boulot et on se rendait compte que on n'était peut-être pas assez pour répondre tout seul à ces questions et qu'on avait besoin d'avoir des retours d'expérience de personnes qui avaient implémenté de l'IA générative dans leurs produits. Et c'est pour ça qu'on a décidé en mars dernier de créer un meet-up qui a fait venir des dizaines de speakers, dont une bonne majorité est là aujourd'hui. Donc on les remercie pour leur présence. On remercie aussi les futurs speakers. On a hâte de vous entendre vos retours. On voulait prendre quelques instants pour remercier nos sponsors, sans qui l'événement aurait été difficilement réalisable. Merci pour votre support et votre soutien tout au long de l'organisation. Et on fait un merci un peu particulier à Le Bon Coin qui nous accueille aujourd'hui. On a pas mal de collaborateurs du Bon Coin dans la salle. Je vous salue. Et on pense qu'une conférence, c'est surtout un bon moment pour échanger et découvrir de nouvelles personnes. Donc on va briser la glace dès maintenant et on va se prendre 1 à 2 minutes tous ensemble pour découvrir son voisin ou sa voisine. Et on se retrouve dans 1 minute. On vous souhaite une très bonne conférence. Si vous avez le moindre question, c'est facile. On est en violet, facilement distinguable. Pour les petites infos techniques, il y aura des buffets au fond, mais aussi dans la coupole. Donc n'hésitez pas à vous répartir, c'est très important. Et voilà, vraiment passer une bonne conférence. Je vous laisse entre de bonnes mains. On a Anne-Claire et Damien qui vont prendre l'animation tout au long de la journée. Et voilà, bonne journée. Bonne conférence à tous. Bonjour à tous. Je ne doute pas qu'on va passer une journée incroyable et passionnante ensemble aujourd'hui. Donc nous, on a vu les speakers, on a vu quels étaient les sujets qui allaient être partagés aujourd'hui. Et on est super excités à l'idée de pouvoir le voir et le vivre en live avec vous tous. On est ravis avec Damien d'être là aujourd'hui. On remercie beaucoup Maxime et Damien parce que on les connaît par des connaissances communes et il y a quelques mois de ça, on était en train de déjeuner dans une brasserie à Montparnasse en train de se dire, et ils nous ont eu la folle idée de nous dire on va lancer une asso, on va aller faire un événement, est-ce que vous en êtes? Et forcément on leur a dit oui, on en est et on y est, c'est aujourd'hui. On est aussi super content de faire partie de cette aventure avec Aramis Group dans cette communauté-là. Et on est ravis de pouvoir construire avec vous cette communauté aujourd'hui, GenAI à Paris, mais GenAI en France. Moi, je suis passionnée de SF et d'IA depuis que je suis toute petite. Quand j'avais 5 ans, je regardais Tron, la cassette VHS. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas regardé de cassette VHS ici dans la salle. Vous êtes plus jeunes que moi. Et je l'avais tellement regardé que je l'abîmais. Déjà à l'époque, je me disais, l'IA, ça va révolutionner le monde, ça va être la singularité. J'en ai fait mes études, j'en ai fait mon boulot. J'ai vu plusieurs révolutions et donc la personne que je vais inviter à nous rejoindre sur scène a connu aussi plusieurs de ces révolutions professionnelles. Je vais appeler Olivier Buchy
à nous rejoindre, du coup, qui est le CTO du Bon Coin. Et je pense que, comme moi, il a connu plusieurs révolutions, l'arrivée du mobile, l'arrivée du big data. Et j'avoue être impatiente de savoir comment on va révolutionner l'expérience pour les clients de Le Bon Coin, qui sont quoi? C'est 2 Français sur 3 à peu près? Oui, à peu près, peut-être même plus. Bah, je vous laisse avec Olivier. Merci Olivier. Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Olivier Buchy. Je suis alors l'un des 2 CTO du Bon Coin. Alors c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais voilà. Donc je m'occupe aujourd'hui de la technique au Bon Coin. Voilà. Et donc je vais vous parler vraiment très rapidement en guise d'introduction de juste qui on est, vous rappeler qui on est et qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes d'IA générative au Bon Coin. Alors bon, qui on est. Voilà, dans l'introduction, on disait 2 Français sur 3. Voilà, on a à peu près 29 millions aujourd'hui de visiteurs uniques sur Le Bon Coin. Donc, on touche une bonne partie des Français. On a pratiquement 70 millions d'annonces en ligne en permanence. Et donc, ce sont des annonces qui ont des durées de vie assez courtes. C'est pas des choses c'est pas des contenus statiques. C'est des choses qui ont des durées de vie pour certains de quelques jours. On est le 2e site e-commerce en France. Donc, ça, c'est le premier. C'est un Américain. Et on a 500 000 utilisateurs professionnels. Donc, il n'y a pas que des particuliers sur Le Bon Coin. Et Le Bon Coin, c'est quoi? C'est la petite annonce. Donc, la plupart des gens connaissent, je dirais, ce qu'on appelle chez nous le e-commerce. Donc, c'est un petit peu le Bon Coin historique, la multimédia, la mode, la décoration, l'aménagement. Donc, c'est ça. C'est pour ça principalement que Le Bon Coin est connu, mais il n'y a pas que ça. On a des annonces immobilières dans d'autres domaines, donc dans l'automobile, l'immobilier, qui sont des gros secteurs pour nous, mais aussi dans l'emploi et dans la location de vacances. Alors ça, c'est Le Bon Coin, mais Le Bon Coin n'est pas tout seul. Le Bon Coin fait partie d'un groupe qui s'appelle Adevinta. Alors, c'est pas nouveau. Le Bon Coin, quand il a été créé, il y a à peu près 18 ans maintenant, en fait, ça a été créé par une entreprise norvégienne qui s'appelle Schibsted et qui est venue créer en France Le Bon Coin en développant un concept qui avait été créé dans le pays scandinave. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est à peu près 25 places de marché comme Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est une de ces places de marché, avec du coup des leaders dans chacun des pays d'Europe, notamment que j'ai mis ici. Alors, ce sont des marques comme Kleinanzeigen ou Mobile en Allemagne, que vous connaissez probablement pas, mais qui en Allemagne ont la notoriété du Bon Coin en France, ou Subito en Italie, Marktplaats aux Pays-Bas, etc. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour vous dire que quand on dit qu'est-ce qu'on fait en termes d'IA générative au Bon Coin, en fait c'est plus large que ça. C'est-à-dire qu'on a des initiatives autour de l'IA générative dans l'ensemble de nos places de marché. Donc ce sont des initiatives qui sont plutôt globales. Alors l'IA générative au service de nos marchés. Alors nous on voit 3 axes selon lesquels ce qu'on appelle donc l'IA générative, on pense, va servir nos places de marché. Alors, le premier axe, c'est comment nos utilisateurs nous trouvent, comment ils arrivent sur nos plateformes. Le deuxième axe, une fois qu'ils sont arrivés, comment l'IA générative peut nous aider à travailler l'interaction qu'on a avec eux. Et le troisième axe, c'est comment l'IA générative peut nous aider à en fait, construire et gérer nos places de marché. Alors le premier, comment est-ce que l'utilisateur arrive sur nos places de marché? Donc là, je pense qu'on a fait comme beaucoup de gens, on a travaillé le domaine du SEO, parce que quand on a vu arriver des solutions de génération de texte, super, c'est une aubaine. On sait que le contenu est important pour l'indexation de Google. Alors nous, on a beaucoup de contenu, mais des contenus qui ont une durée de vie très brève, et donc on a besoin de créer notamment des fois des landing pages, etc., avec du contenu un peu riche. Alors pour la plupart de nos places de marché, l'audience est quand même essentiellement la notoriété. Mais voilà, comme je disais, on a 25 places de marché dans le monde. Certaines sont plus dépendantes du SEO que d'autres. Et donc on a travaillé là-dessus. Alors évidemment, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'on va générer des contenus automatiquement jusqu'à ce que Google commence à pénaliser les contenus générés. Enfin, probablement. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être pérenne. Et notamment, en fait, il y a un autre sujet qui est peut-être que demain, les gens ne viendront plus du tout en passant par les moteurs de recherche et qu'il faut trouver d'autres moyens. Probablement que demain, le point d'entrée principal des personnes, ça va être des moteurs type ChatGPT. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, mais probablement demain, vous aurez votre iPhone et nativement, il y aura un moteur conversationnel probablement fourni par Apple. Donc l'idée sera aussi à un moment donné d'être présent sur ça. Alors on y allait un petit peu, notamment Marktplaats aux Pays-Bas, qui a développé un plugin pour ChatGPT. Mais voilà, donc c'est un peu les 2 sujets sur lesquels on travaille et on réfléchit. Le deuxième axe, c'est comment en fait nos utilisateurs, une fois qu'ils sont chez nous, vont interagir avec nos places de marché. Alors, on fait de la petite annonce. Donc, pour nous, la petite annonce, ce qu'on fait, c'est qu'on a un cercle vertueux entre les vendeurs qui viennent déposer des annonces, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'audience et donc ça va être vendu rapidement, et les acheteurs qui viennent parce qu'ils savent que le contenu, l'inventaire est important. Donc, pour nous, notre challenge en permanence, c'est de faire en sorte que ce cercle vertueux, on l'optimise
on l'automatise, on le rend plus rapide, etc. Donc là, effectivement, il y a un peu deux domaines. C'est les gens qui vont créer des annonces. Alors pour les gens qui créent des annonces, on a notamment des choses qui sont en place. C'est InfoJobs en Espagne, où le candidat pour la rédaction de son CV ou l'entreprise pour la rédaction de son descriptif d'offre ont des assistants faits avec des IA génératives pour les aider à faire ça. On y travaille évidemment sur le reste sur l'ensemble des parcours de dépôt d'annonces, avec la possibilité en fait, de créer des textes riches, plus ou moins longs, plus ou moins détaillés, en adaptant le ton, etc., en demandant le minimum d'input de l'utilisateur. Un petit peu plus de la science-fiction, mais c'est des choses qu'on a vues notamment dans certains hackathons qu'on a fait, c'est dans l'immobilier, essayer de mettre de l'ameublement virtuel ou un décor virtuel sur les biens pour un peu du home staging, mais virtuel. Donc c'est des choses qu'on a vues dans le cadre de hackathon, qu'on n'est pas totalement encore prêt à mettre en production, mais sur lesquelles on travaille. Puis après, il y a l'autre aspect, c'est les gens qui viennent, ils viennent pour trouver des annonces. Alors on a depuis pas mal de temps déjà du machine learning dans toutes nos algorithmes de recherche, le re-ranker, le retriever, tout ça est du machine learning. Mais là, en fait, on va essayer d'explorer d'autres domaines en mettant directement dans la plateforme un agent conversationnel. Donc là, on a des équipes qui travaillent sur ça en ce moment. Et là, l'idée, c'est de targeter un petit peu le chineur, qui est un type d'utilisateur qui vient chez nous. C'est-à-dire, ils viennent et puis ils parcourent des listes et des listes et des listes en espérant trouver un truc un petit peu inattendu. Voilà. Donc là, vous pourrez venir en disant je vais faire un cadeau pour ma nièce. Ok, alors quel âge elle a, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis du coup, ça va vous guider vers des biens. Dernier axe, et je dirais que ça, c'est peut-être l'axe auquel je m'attendais le moins, si on m'avait posé la question il y a un an, c'est en fait utiliser l'IA générative partout ailleurs que sur le produit. C'est-à-dire dans tous les services de l'entreprise, l'IA générative peut être un outil d'aide, de support, qui va aider les gens à être plus productifs, même si c'est forcément un mot qu'on aime bien. Alors le premier point, c'est évidemment nos développeurs. Donc on a mis en place un accès à Copilot. Donc là, j'ai regardé lundi, on a à peu près 400 développeurs, donc c'est dans tout le groupe, il n'y a pas c'est pas que les gens du Bon Coin. 400 développeurs aujourd'hui qui utilisent déjà Copilot, donc pour les aider dans leur travail quotidien de développement. On a travaillé sur la mise en place d'un chat GPT-like interne. Alors évidemment, on aimerait bien que tout le monde utilise chat GPT au quotidien, mais on sait qu'il y a quelques risques. On ne veut pas qu'il y ait des données d'entreprise qui partent à l'extérieur. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Samsung il y a quelques mois. Donc là, l'idée, c'est de déployer ça en interne. Donc on l'a développé ces derniers mois. Et, en fait, on l'a ouvert hier à l'ensemble des employés. Donc c'est des choses qu'on a construit sur AWS avec Claude d'Anthropic. Et donc voilà, on a déployé ça à l'ensemble des utilisateurs pour avoir un chat GPT interne. On travaille aussi notamment avec le service client, où on est en train de mettre en place des solutions pour les aider, soit à faire de la réponse automatique avec des générations de textes riches, soit même en mode interactif d'avoir une aide au moment où ils répondent dans la messagerie à des clients pour formuler mieux ce qu'ils peuvent dire. Donc voilà, c'est un petit peu les trois axes. Et du coup, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est quoi les clés du succès. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître absolument les clés du succès dans le domaine de la génétique BI, parce que c'est quand même un peu récent. Donc, j'avoue que certaines de ces choses-là, c'est un peu des recettes ou des choses qu'on applique aussi déjà depuis quelques années quand on veut faire du machine learning. Donc, le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait de la place pour l'innovation. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon boss qui est venu me voir un jour en disant il faut que tu t'intéresses à ce sujet-là, ça a l'air intéressant. C'est venu des gens qui travaillaient plutôt en barre, alors même si en bas, c'est pas le bon terme, mais des équipes. Donc voilà, trouver de la place pour leur permettre de faire de l'innovation, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, par exemple, on a mis en place beaucoup de hackathons, et tous les hackathons qu'on a mis en place cette année, ils ont tous été tournés autour de l'IA générative. Le deuxième axe, la deuxième clé de succès, c'est il faut une organisation data adaptée. Alors, organisation data adaptée, pour moi, c'est deux choses. C'est il faut que les équipes considèrent le machine learning, l'IA générative comme un outil comme un autre, finalement. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient aussi à l'aise d'avoir dans leur équipe un machine learning engineer, data scientist, qu'un développeur Kotlin ou React. Donc il faut vraiment que les équipes soient en capacité, toutes les feature teams doivent être en capacité d'exploiter ça. Il faut aussi des choses un peu centralisées, notamment en termes de tooling. Notamment, nous, on a une approche un peu type Golden Pass, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler il y a quelques années sur la mise en place de ces pipelines d'entraînement, on a décidé de mettre en place un Golden Pass pour dire, écoutez, si vous suivez ce chemin-là, alors Golden Pass, je ne sais pas si vous êtes familier, c'est quelque chose qui a été qui vient de chez Spotify. Vous avez une route, en fait, qui est la route sur laquelle, si vous la suivez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous la suivez, vous allez avoir du support, vous allez avoir des gens qui connaissent, vous allez avoir de l'aide. Donc c'est le chemin qu'on vous conseille de prendre.
Et le dernier, bon, c'est peut-être une boutade, la data, c'est l'affaire de tous. Il ne faut surtout pas que quand on prononce le mot data, les gens se disent « Oh là, ça c'est pas moi, ça c'est une autre équipe qui va s'en occuper ». Il faut que toutes les équipes soient vraiment à l'aise avec ça. Et le dernier point, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait un buy-in au plus haut niveau. C'est-à-dire que ça vient probablement des gens et des équipes, mais à un moment donné, ce qu'on veut aussi, c'est arriver à convaincre un board et un COMEX que c'est vraiment une direction dans laquelle il faut aller pour que eux, derrière, en ayant pris conscience de ça, soient capables de nous aider dans l'allocation du budget, priorisation des roadmaps, etc. Voilà, je crois que j'ai fait 1 minute de trop. C'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et donc, je vais laisser la parole à des experts du domaine pour Merci cette journée. Olivier. Je vous propose d'applaudir.